Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de flasher cette console, je me suis dit qu'il pouvait être une bonne idée, pas celle-là, hein, qu'il pouvait être une bonne idée de comparer l'écran tactile avec celui-là de la DS, de comparer au doigt pour vous montrer à quel point c'est bien mieux. Alors vous voyez cette petite déformation, hein, elle doit un tout petit peu influencer le fonctionnement de l'écran, mais pas tant que ça, parce qu'au final enfin bon bref, il est aussi peu réactif qu'à l'origine, mais bon bref, c'est pour vous prévenir que non, ce n'est pas parce que l'écran est un petit peu abîmé que la console marche mal. Donc, nous allons pouvoir comparer ça tout de suite. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a un post-it que vous voyez en reflet sur l'écran, c'est pour essayer d'atténuer le flash rouge que fait le témoin d'enregistrement de la caméra. Là. Alors, donc, j'ai mis un jeu que vous connaissez sûrement, qui est pratiquement totalement injouable avec la DS, et qui est pourtant sorti dessus. C'est Super Mario 64 DS. Alors donc, hop, on va mettre en mode aventure, donc ici. Alors oui, donc on va plutôt se focaliser sur l'écran du bas. Il faut vraiment appuyer comme un malade pour que ça fonctionne, l'écran de la DS. Et donc, ah non, j'ai désactivé cette fonction de contrôle, parce qu'elle est complètement injouable. Alors, mode tactile, voilà le mode qu'il faut que j'active. Alors, vous allez voir ça tout de suite, c'est un mode de déplacement qui est particulièrement difficile, surtout quand on sait à quel point il faut appuyer sur l'écran pour que ça fonctionne comme il faut. Hop, raté, vous pouvez faire un saut en longueur. Alors, ça déconcentre complètement à l'utilisation, en plus, du jeu. C'est n'importe quoi, ça. Ah, c'est parce que c'est pas la touche de saut, je suis trop con. Bon, bref, alors voici un saut en longueur. Donc il faut appuyer comme un malade, et ça fait un joystick extrêmement peu précis. C'est une démonstration un peu foireuse si j'appuie sur le bouton d'attaque au lieu du bouton de saut d'ailleurs. Donc ce jeu-là, je l'ai acheté parce que j'adorais Super Mario 64, mais au final, franchement, vu les contrôles, alors même les contrôles avec la croix, hein, parce que c'est pas analogique, parce que je me suis dit que l'écran tactile devait rattraper le fait qu'il y ait qu'une croix. Bah non, Nintendo devait penser la même chose, mais ils se sont complètement chiés dessus, parce que franchement, c'est le système de contrôle le plus ridicule du monde, et puis regardez en plus le joystick qui se déplace tout seul sur les diverses parties de l'écran. Alors vous voyez peut-être pas, mais je suis obligé d'appuyer, mais comme un ouf sur l'écran, hein. C'est vraiment... c'est vraiment un truc de dingue. Parce que si j'appuie juste en effleurant et tout ça, j'ai que la moitié des instructions qui sont prises en compte, c'est n'importe quoi. Et pourtant là, vous voyez, là j'utilise une partie de l'écran en me mettant par exemple à cet endroit-là, qui est totalement indemne. C'est le milieu de l'écran hein, qui a un problème hein, sur cette machine, s'il y a un endroit qui a un problème. Alors que vous voyez que le milieu de l'écran marche aussi mal, quoi. C'est-à-dire aussi bien. Voilà, vous avez pu voir ça. Vous pouvez aussi comparer la taille des écrans. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors voici la Nintendo DS, donc ici, et en dessous, comme vous le voyez, l'autre console. À même distance, et quand même la taille de l'écran, on pourrait mettre les deux écrans de la Nintendo DS de la Nintendo DS Lite, hein, sur cet écran-là. Donc ça vous montre quand même la taille de l'écran, parce que moi-même j'avais un peu de mal à me rendre compte en commandant ce truc-là, de la taille que ça faisait 5 pouces, parce que 5 pouces c'est pas vraiment des mesures françaises. 1, 2, 3, 4, 5, bref. Enfin bon bref, on peut peut-être évaluer de cette façon-là, normalement c'est pour ça que ces mesures ont été gardées en Amérique. Et en Angleterre, je sais plus trop comment ça fonctionne, mais il me semble que c'est les mêmes. Et donc là, vous voyez, mais là je vous montre, hein, je n'appuie pas du tout comme un dingue, j'effleure, et ça fonctionne. Un peu comme un écran capacitif, sauf qu'il faut quand même sauf que c'est pas par rapport à l'emplacement du doigt qu'il se gère, mais par rapport à la pression du doigt. Mais comme vous voyez, la pression peut être extrêmement minime, comme vous le voyez. Donc c'est vraiment... Ah oui, alors vous le voyez peut-être pas forcément quand j'avais allumé ça, mais l'écran de la Nintendo DS Lite, quand elle est en luminosité maximum, a une sorte de reflet rouge. Elle tire un peu sur le rouge. Alors donc, là, quand la luminosité est au minimum, ce serait mieux si j'appuie sur le petit machin, eh bien elle est juste un peu sombre, quoi, c'est tout. On voit pas de distorsion des couleurs. Par contre, un truc que j'ai oublié de vous dire,
Oh, il faut vraiment être positionné sur le truc d'abord et non pas commencer n'importe où. Mais ça, c'est comme je vous le disais, c'est à cause du viewfinder. Là, c'est comme utiliser un microscope pour manipuler je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos mince, attends, je voulais dire un truc à propos de l'écran. Ah oui, pour être tout à fait honnête, il y a un petit truc avec l'écran qu'on ne voit absolument pas sur les vidéos, et pourtant je pensais que ça se verrait, même en se mettant de plus près, ce qui rend tout complètement flou. Eh bien, non, absolument impossible de le voir en vous orientant le truc, mais quand les couleurs sont extrêmement claires, genre du blanc, ce genre de truc, eh bien on voit des toutes petites vaguelettes colorées par-dessus l'écran, parce que en fait la dalle tactile qui est par-dessus l'écran doit pas être parfaitement, totalement transparente. Il doit y avoir des petites perturbations que l'on voit à travers. C'est vraiment pas dérangeant, mais bon, c'est à signaler au cas où que vous êtes vraiment genre d'addict de tout ce qui est extrêmement net et tout ça. Enfin bon, franchement, comme je vous le dis, c'est vraiment pas un, c'est un détail quoi. Alors là, voici un des premiers jeux qu'il y a eu sur Android, qui a été fait par un des développeurs d'Android. Alors le truc, c'est que comme Android a été fait dès le départ pour pouvoir fonctionner sur différentes sortes de machines, c'est-à-dire toutes sortes Je vois que mon post-it ne sert absolument à rien, on voit encore la lumière rouge, donc je vais l'enlever, pour pas qu'il... Ah si, ça sert à quelque chose, visiblement. Donc, au moins ça atténue. Alors donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc ils ont adapté ce jeu pour qu'il fonctionne avec toutes sortes de contrôles, les écrans tactiles, comment dire, le capteur de gravité, quoi, le gyroscope ou je sais pas trop quoi, ainsi que les touches physiques. Vous voyez, là on va dans Configure Keyboard. Ensuite, là. Pour aller à gauche, j'assigne la touche gauche, c'est déjà le cas, mais bon voilà. Pour aller à droite, j'assigne la touche droite. Pour sauter, je vais assigner la touche croix. Voilà, vous voyez que ça l'a fait. Pour l'attaque, j'assigne la touche rond. Et vous voyez, ça a donc pris en compte les nouvelles touches. Alors voilà. Je pense que je peux on-screen control, je peux le décocher, ce qui permet donc d'enlever les contrôles à l'écran, comme le faux joystick pour les écrans tactiles, etc. Il n'y a pas que ce jeu qui a ce genre d'option pour utiliser les vraies touches. Il y en a au contraire plutôt pas mal. Donc vous voyez que avoir une console avec des vraies touches dessus sous Android n'est pas utile que pour les émulateurs. Donc je retourne au jeu, donc je vais sur Start. Alors c'est un petit jeu de plateforme tout bête. Au départ c'était pour tester la machine, qu'ils avaient fait ça, enfin pour tester le système d'exploitation plus précisément. Alors là c'est une cinématique, il n'y a pas un bouton pour passer la cinématique, je sais pas. Semble que non. Alors voilà, hop, ça fonctionne, mais bizarrement ça fait une attaque en même temps, donc ça c'est... Bon bref, c'est pas bien important. Donc, voilà. Alors vous voyez que l'on utilise le bug droid, mais là vous voyez aussi qu'il y a ce fameux conflit, mais qui fait qu'on peut utiliser qu'une seule touche, comme vous voyez, pour l'attaque ainsi que pour le vol, ce qui peut être une idée assez intéressante. Visiblement le développeur a prévu les téléphones portables avec qu'une seule touche physique. Même si c'est pas le plus simple à contrôler du monde. Donc voilà, bon, alors là franchement, je sais pas pourquoi il y a ce conflit, je vous le redis, mais bon, ça, en tout cas c'est bon à savoir. Certains jeux peuvent avoir des conflits avec des touches qui ont été préprogrammées dans le jeu, visiblement, c'est pour être considéré comme un bug. Alors, si vous vous demandez pourquoi il y a ça ici, c'est pour vous montrer un truc. C'est que si vous avez les doigts extrêmement râpeux comme moi, qui a des doigts de bûcheron, je sais pas pourquoi, pourtant je fais pas de menuiserie, eh bien voilà une petite astuce sympatoche pour certains jeux qui utilisent l'écran tactile de manière un petit peu trop intensive. Donc voilà, là ce sera un peu mieux. Donc vous voyez, il y a Fruit Ninja qui était donné avec.
que je n'ai absolument pas payé, ce qui est pas une bonne chose, parce que comme il était fourni avec, alors que c'est un jeu payant, c'est pas, enfin il y a une version gratuite il me semble, donc là c'est la version payante qui est fournie avec, donc c'est assez ridicule. Donc voilà, ça permet, parce que les écrans tactiles, j'ai remarqué, pouvaient agripper un petit peu les doigts, donc ça c'est assez chiant. Et donc du coup voici une technique sympatoche que j'ai découvert hier soir en rigolant pour rigoler. J'ai graissé tout l'écran, hein, pour information, carrément. Ça doit marcher aussi avec de l'huile, genre de l'huile d'amande douce ou ce genre de bêtises, pour parce que voilà, comme quand les écrans sont neufs, ils sont assez, bon, disons plus agrippants que l'on le voudrait, et bien on se retrouve à avoir quelques défauts. Donc vous voyez, l'écran tactile est vraiment très bon pour du résistif. Et je vais vous montrer donc quelques trucs suivants. Donc hop, je sors de là-dedans. Donc je vous avais gardé quelques petits trucs sous le coude pour cette vidéo, dont ce programme qui permet de savoir si l'écran tactile marche bien. Et donc comme vous voyez, on voit déjà qu'il fonctionne avec deux, enfin qu'il est compatible avec 2 points. Et comme vous le voyez, les 2 points peuvent être très proches. Ce qui est un problème des écrans résistifs habituellement, c'est que les 2 points, quand on a 2 points, vous voyez, ils fusionnent très facilement entre eux. Sauf que là, faut vraiment être très proche pour qu'ils fusionnent. Vous voyez, là, je suis à touche-touche, ils n'ont pas encore fusionné. Il faut vraiment que je le veuille pour que les deux fusionnent. Sur 3 points, c'est beaucoup moins bien que sur 2 points. Vous voyez, là, il vient d'inverser 2 points. Et là, il vient encore d'inverser 2 points parce que je sors un peu des limites de l'écran. Ça, c'est un problème de taille d'écran plus qu'autre chose. Mais comme vous voyez, là, ça devient quand même beaucoup moins précis. Mais quand il s'agit par exemple de certains jeux où tu as un joystick ici, un bouton L ou je ne sais pas quoi ici et un bouton A à cet endroit-là, comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a aucun conflit entre les points. Franchement, pour un écran résistif, et encore, comme je le disais, c'est une sorte de résistif assez évolué par rapport au résistif merdique qu'on peut avoir sur certaines machines, eh bien ça fonctionne très bien. Alors ça, c'est un programme qui s'appelle Disk Usage, c'est-à-dire utilisation du disque, que je trouve extrêmement pratique quand on a envie de faire de la place dans un périphérique Android, quoi, parce que vous voyez, c'est un graphique qui vous montre ce qui prend de la place. Donc vous avez juste à cliquer par exemple sur ROM, et là vous avez les différentes ROM, etc. Pour avoir les noms en plus grand, bah, vous pouvez étirer de cette manière-là. Et pour tasser les colonnes, vous pouvez faire comme ça, ainsi que en faisant comme ça, tout simplement en cliquant sur le truc, ça vous agrandit la colonne directement de la manière la plus logique que vous pensez, mais vous pouvez quand même vous amuser avec le multitouch, et c'est là où on voit que le multitouch est bon ou mauvais, c'est si ça fait pas n'importe quoi quand vous faites ça, et là vous voyez que ça marche très bien, et que ça détecte très bien si c'est vertical ou horizontal, hein. Donc voilà, là on peut voir la qualité de l'écran. Donc quelques autres petits amusements donc que j'avais gardé en réserve. L'émulateur Mega Drive qui déconne. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, là cette machine fonctionne à 800 MHz. Si vous n'avez pas de chance, vous l'avez à l'origine à 600 MHz et non 800. Donc vous pouvez donc avoir le truc qui rame encore plus que vous allez voir, parce que là vous allez voir que ça rame à donf. Regardez comme ça fait d'écran. Alors pour l'instant vous en voyez pas, mais là vous en avez sûrement vu un. Oh, pas de cran avec le champignon. Et dès que ça se met à aller vite, ça fait n'importe quoi. Cet émulateur est vraiment très mauvais. Alors je vous ai déjà montré que les autres émulateurs fonctionnent très bien. Enfin que les autres émulateurs Mega Drive fonctionnent très bien, on n'a pas besoin de faire avec, hein. On a juste à télécharger un autre émulateur totalement gratuit d'ailleurs, et tout fonctionne comme il faut. Ah oui d'ailleurs, il faut que je quitte réellement le jeu, sinon il va rester en arrière-plan. En pause certes, mais utiliser de la RAM, donc il faut faire close à chaque fois que vous quittez un émulateur, que ce soit ceux-là ou les émulateurs que vous ajoutez d'ailleurs. Alors 2 émulateurs Mega Drive, celui-là donc qui s'appelle donc Androgens, qui fait pas très bien la Mega Drive en fin de compte, mais qui est très bon pour les jeux Master System paradoxalement. Donc je vous conseille quand même cet émulateur, mais plutôt pour la Master System, et celui-là donc
pour la Mega Drive réellement. Et donc, je vous avais sûrement déjà montré, il me semble en tout cas, ce jeu-là fonctionne de manière totalement fluide si on l'utilise avec un autre émulateur, hein. Donc absolument aucun souci. Donc, voilà, hop, je l'ai mis en pause. Alors, donc voilà, ouf. Alors je suis pas très bon à Sonic, hein. J'ai vraiment jamais adhéré à 100% à ce genre de jeu. Parce que je vois pas en fait très bien où est la subtilité. Je préfère presque les Sonic en 3D. Enfin non, c'est pas que je préfère presque, c'est que je préfère les Sonic en 3D comme Sonic Adventure. Le tout premier, je sais que tout le monde déteste, mais bon bref, vous savez les goûts. Enfin bref, voilà, donc... Aucun problème avec cet autre émulateur. Pop, on revient en arrière. Et pour la Nintendo 64... Eh bien, j'y vois rien, je suis obligé de regarder ailleurs que dans le viewfinder. Voilà. C'est très difficile, croyez-moi, de garder la... Alors, Zelda Majora's Mask, qu'est-ce qui démarre? Ça, c'est la grande question. Je voulais vous montrer à quel point les jeux ambitieux de la Nintendo 64 doivent ramer avec l'émulateur d'origine. Pour l'instant, ça a l'air d'aller correctement pour un jeu qui utilise l'expansion pack. Mais bon, en même temps, l'expansion pack, faut savoir que c'est juste de la RAM en plus, et de la RAM, on n'en manque pas là-dedans. Là, vous avez vu les fameux glitches. Donc, voilà, hop. Pouvoir voir la suite des glitches. Donc, ouais, il doit y avoir pas mal de jeux qui fonctionnent correctement, mais alors là... Tous les meilleurs jeux, pratiquement, de la... Nintendo 64 sont complètement ruinés ou par un problème de framerate ou des bugs dans tous les sens ou ce genre de trucs. Vous voyez les traces du produit pour les doigts. Encore plus de traces, là on les voit bien comme il faut, surtout si je vous mets un reflet. Donc, ça n'a pas l'air de vouloir aller plus loin, bah tant pis. Donc, j'avais préparé quelques jeux. Alors donc ça, ce jeu-là, j'y ai jamais joué. Ah oui, un truc important, donc. Hop. Les spécifications de cette console. Enfin, de cette console, de ce machin Android, donc. Là, on voit le processeur que c'est un AM-Logic, etc. Je pense que c'est tout flou. Il y a marqué que le processeur était un Mali 400. Il y a marqué qu'il est à 1 GHz, mais si vous regardez... tiens, il y a marqué 900 MHz. C'est marrant, ça. Donc, et si vous regardez le nombre de... où c'est que c'est marqué? Le nombre de mégaflops, de bogomips, je veux dire, qui est pas une mesure de performance, hein. Faut savoir que il faut pas se fier à ça. Il y a marqué 1550. 1550, pour information, sur les processeurs de type ARM, ce n'est pas le cas, hein, sur les processeurs autres que les types ARM. Mais sur les processeurs de type ARM, Linux donne un nombre de bogomips qui est exactement le double de la fréquence réelle du processeur. Vous avez environ 1600, ce qui veut dire qu'en gros il est à 800 MHz et non pas à 1 GHz comme il vous le dit faussement. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment une grosse... Enfin bon, ça c'est un gros mytho du constructeur qui vous dit donc des mensonges dessus. Il y a un moyen de pouvoir le désunderclocker, entre guillemets, mais on est obligé de changer le firmware d'origine. Donc surtout, si vous voulez changer le firmware, comme vous n'avez aucun moyen de sauvegarder vos sauvegardes et tout ça, s'ils sont pas sous forme de fichiers sauvegarde, etc., il faut faire attention à bien sauvegarder toutes ces conneries avant de mettre à jour le firmware, parce que ça va tout virer, quoi. Dont les émulateurs d'origine. Donc c'est pour ça que j'ai passé mon temps avant à trouver des émulateurs qui fonctionnent ou mieux ou aussi bien que les originaux. Alors j'ai trouvé, donc vous voyez celui-là qui est facile à retrouver, qui est l'émulateur, qui est donné avec la console, et ben il est facilement retrouvable sur internet, donc il n'y a pas de souci. Des émulateurs Game Boy, dont celui-là qui est Game Boy Color, parce qu'il n'y a pas d'émulateur Game Boy Color à l'origine, donc j'ai trouvé GBCOID, donc qui est un nom sympatoche, qui est un émulateur open source gratuit, tout ça, qui fonctionne très bien. Celui-là qui est gratuit mais propriétaire, mais sûrement basé sur un truc open source, donc oh là là, c'est pas gentil.
qui fonctionne aussi très bien en tant qu'alternative. Pour la Master System, il n'y a pas d'émulateur Master System fourni avec, mais on peut trouver celui-là qui s'appelle Androgens, donc qui est totalement gratuit, qui fait aussi la Sega Genesis, c'est-à-dire la Mega Drive, mais ça marche pas si bien que ça. Et là donc il y a Tiger Genesis qui lui marche parfaitement bien. Tiger SNES donc qui fonctionne très bien pour la Super Nintendo. Maboy Free qui est donc un émulateur de Game Boy Advance pour remplacer l'original, mais il fait pas les save state dans sa version gratuite. Ensuite il y a celui-là qui est fourni avec, qui est facilement retrouvable. Le problème c'est qu'il étire l'écran un peu trop, même si c'est pas grave pour la Game Boy Advance parce que c'est déjà un écran plus ou moins 16/9, donc bon, il n'y a pas trop de problème. Ensuite il y a Tiger GBA qui lui a quelques petits bugs. Donc pour remplacer MAME for Droid, leur version qui donne avec, eh bien il y a une version de MAME for Droid plus à jour qui existe déjà, mais il utilise donc les mêmes ROM, mais il faut les mettre dans le bon dossier, pas le dossier où ils sont d'origine, donc ça c'est un peu chiant. On peut même émuler des trucs un peu bizarres comme la PC Engine, la WonderSwan, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme console, sûrement la Neo Geo Pocket, enfin bon bref, des consoles bizarres. Là, il y a donc Mupen 64, qui est un émulateur Nintendo 64, qui fait fonctionner beaucoup plus de jeux que l'émulateur d'origine. Mais cet émulateur-là, son problème, c'est que eh bien, il rame sur cette console quand il est à 800 MHz. Peut-être qu'à 1 GHz, il fonctionne bien, mais bon, la batterie va, comment dire, durer beaucoup moins longtemps. Donc ça, c'est... peut-être pas beaucoup moins longtemps, mais moins longtemps, et la console va chauffer plus, enfin bon, voilà. Donc c'est pas forcément une bonne idée. J'essaierai donc les versions plus à jour de l'émulateur qui est fourni avec, qui fonctionne déjà mieux à 800 MHz, donc on verra ce que ça donne. Alors là j'essaye Majora's Mask pour voir ce que ça donne, si ça donne mieux. Donc comme vous voyez, il y a des temps de chargement assez longs au début du chargement des ROM. Bon, ça c'est pas un gros problème. Mais ça doit venir de la vitesse de la mémoire interne, parce que j'ai pas utilisé de carte micro SD. Ça, je ferai ça plus tard, quand j'aurai flashé une nouvelle version du firmware. Parce que, en fait, pour utiliser la micro SD bien comme il faut utiliser un firmware alternatif et non pas le firmware d'origine qui renomme la micro SD d'une façon qui est pas particulièrement intéressante. C'est-à-dire, en gros, dans un dossier qui est non conventionnel. Donc quand vous utilisez comment dire, quand... Ah, il a pas l'air de vouloir se charger ce jeu. Quand vous utilisez une micro SD, quoi, les jeux pourront pas s'installer dedans et confondra la mémoire interne avec la micro SD, ce qui est un petit peu stupide. Mais bon voilà, donc bon, visiblement ça marche pas mieux que l'original au niveau de la compatibilité, même s'il fait fonctionner Mario Kart 64 alors que l'autre ne le fait pas fonctionner. Enfin bon, 2 émulateurs valent toujours mieux qu'un. Alors ce jeu-là, j'ai jamais joué, mais j'ai vu qu'il avait l'air en 3D, je pense qu'il est en 3D. Donc bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Sauf s'il me demande de télécharger un truc, non, ça je veux pas. C'était un jeu mis en avant, encore une fois, donc je ne sais absolument pas du tout ce qu'il vaut. Ah, Contacting Server, bon bah j'ai désactivé le Wi-Fi, donc ça va pas bien aller. Oui, ils sont là les boutons du Wi-Fi. Donc il y a aussi un bouton hardware ici, mais je vous déconseille de toucher à ça parce que après pour le réactiver, il faut repartir dans les menus. Il y a quelques petits bugounets qui vont vous emmerder un petit peu avec ça, et donc ça c'est vraiment casse-pied. Donc bon, oublions un petit peu tout ça. Donc Contacting Server, voilà. Ah oui, il a bien un truc à télécharger, j'espère que c'est pas trop gros. Ah, c'est un MMORPG, oh beurre. Être obligé de créer un compte à la con. Non, bon bah on abandonne celui-là. On va essayer Sonic CD. Donc, vous voyez que Sega commence à rentrer dans le bateau Android. Ils ont adapté Jet Set Radio il y a très peu de temps. Enfin bon, ils sont en train d'adapter pas mal de leurs très bons jeux, donc c'est une bonne chose. Peut-être Shenmue, hein, bientôt, je sais pas. Hop, une pub, vu que c'est la version gratuite. Alors, mettre un petit peu de son. Allez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, franchement, j'ai pas été déçu. Pour information, au niveau de la qualité, tiens, bah il est compatible avec les vrais boutons, comme vous le voyez. Vous voyez ce que je voulais dire, ça peut être vraiment utile pour pas mal de jeux, ce truc-là.
Alors, putain, j'ai l'impression que comme tous les nouveaux Sonic, ce Sonic est un tout petit peu pâteau. ce qui est d'ailleurs rigolo, vu que c'est un remake d'un ancien. Bon. Ah tiens, il y a un bloc invisible qui vient d'apparaître. Oui, il me semble que c'est un Sonic un peu plus labyrinthique que les autres et un peu moins nerveux. Oh, ça va pas m'aider pour aller dans une autre époque. Je pense que c'est loupé d'ailleurs. Ouais, plus de petites étoiles. Alors, oh putain, je suis vraiment pas doué à Sonic. Enfin bon, c'était pour vous montrer... Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Au niveau de la qualité graphique 3D et compagnie, cette machine est mieux que le Galaxy S premier du nom. Pas le Galaxy S2, hein, il est proche du Galaxy S2 au niveau compatibilité, même pas au niveau de performance, parce que en gros le Galaxy S2 il a 4 fois, ainsi que le Galaxy S3, il a exactement le même processeur graphique que le Galaxy S2, il a 4 fois le processeur graphique qui est à l'intérieur de ce truc là. Donc voilà, mais sinon il est compatible avec exactement les mêmes jeux, donc devrait pas y avoir de problème de compatibilité. Et au niveau de la puissance du processeur, il est un petit peu inférieur sur certains points et supérieur sur d'autres points au Galaxy S premier du nom aussi. Et il faut savoir que le Galaxy S était une sacrée bestiace au niveau performance à sa sortie. Donc pour 63 €, on a quand même un truc qui est pas mal. Faut savoir que les jeux sont encore conçus pour tirer parti donc des téléphones qui sont les plus grands publics. Donc ce qui veut dire qu'en gros il fait fonctionner absolument tous les jeux, sauf peut-être quelques-uns, comme je vous l'avais dit, qui étaient qui sont un petit peu trop ambitieux et qui sont donc optimisés par exemple pour le Tegra 3 ou des trucs comme ça, parce que il y a le Nexus 7 par exemple qui fait beaucoup qui fait beaucoup de promos et compagnie, donc pour montrer sa suprématie et sa supériorité. Donc du coup il y a quelques jeux qui sont faits exprès pour ce truc-là, en utilisant l'intégralité de ses capacités, ce qui est d'ailleurs un problème, le fait que ça utilise l'intégralité de ses capacités, parce que au final, il se coupe d'une partie du public, quoi. Donc comme vous le voyez, avec ce jeu qui est intégralement en 3D, qui est sorti il y a déjà un petit moment, eh bien déjà on n'y voit rien, parce que comme d'habitude on a les doigts sur l'écran. Alors je sais pas s'il peut aussi utiliser ouais, il peut utiliser le capteur de gravité, et ça c'est vraiment bien, parce qu'au moins on n'a pas les doigts sur l'écran. Mais visiblement il fallait faire ça pour changer de direction. Donc c'est la première fois que je joue à ce truc, hein. Je l'ai téléchargé parce que ça fait partie des trucs les plus téléchargés, donc c'était juste pour voir ce que c'est. Donc comme je voulais vous dire, ce jeu-là est à peu près qualité, on va dire Nintendo 64 plus, quoi. Donc ça vous montre un petit peu les capacités de jeu qui sont capables de fonctionner sur des machines beaucoup moins puissantes encore que ça. Donc il y a pas mal de marge pour ok, d'accord, pour arriver à saturer ce genre de machine au niveau des performances graphiques. Excusez-moi, c'est vraiment difficile de jouer à travers un viewfinder avec une latence pas possible, parce que la caméra, bien entendu, est vraiment pourrie, quoi. Bon, alors, donc, je vais pouvoir ressortir de ce truc-là et pouvoir conclure sur le firmware d'origine. Donc ça peut être une bonne idée de changer de firmware pour avoir des émulateurs plus à jour, comme par exemple l'émulateur Nintendo 64, ainsi que l'émulateur Game Boy Advance. S'affranchir de problèmes comme celui-là, du Flash Player, de Gmail qui peut pas être mis à jour, ainsi que de l'application YouTube ici qui bug comme pas possible, ne veut même pas démarrer, comme vous voyez. Bon, bien entendu il y a des alternatives. Donc le firmware d'origine est parfaitement utilisable, il est à 800 MHz, ce qui est le maximum que vous pouvez avoir avec Android 4, c'est-à-dire cette fameuse interface avec la barre en bas, etc., les sous-dossiers sur le bureau pour pouvoir stocker plein de trucs directement sur la page d'accueil, comme vous voyez, un truc auquel je suis très friand. Et donc il existe aussi Android 2.3, et c'est Android 2.3 que je vais mettre dessus, qui vous permet d'accéder au composite, c'est-à-dire
capturer en SD quand vous avez rien pour capturer en HDMI, ainsi que de pouvoir avoir le mappage des touches qui correspond au mappage de l'Xperia Play, c'est-à-dire en gros le sorte d'hybride téléphone PlayStation portable avec un clavier, avec deux joysticks analogiques et tout ça, de chez Sony. Et donc en gros ça vous permet donc d'avoir le mappage comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire les touches qui sont directement reconnues avec les touches associées comme à l'Xperia Play. Donc ça c'est vachement pratique. Il faut savoir que l'Xperia Play fonctionne sous Android 2.3 lui avec, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer à Android 2.3 pour avoir ce mapping des touches, etc., etc. Voilà, donc ça peut être une bonne idée de passer à Android 2.3. Android 2.3 d'ailleurs vous permet d'overclocker jusqu'à 1 GHz la machine. Bien entendu ça dépend des machines. Certaines machines fonctionneront jusqu'à 800 MHz, d'autres machines fonctionneront jusqu'à 1 GHz. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais certaines peuvent peut-être aller au-dessus d'1 GHz. Mais voilà, donc vous pouvez aller jusqu'à 1 GHz avec le firmware donc Android 2.3. Tous les jeux sont encore conçus pour fonctionner avec Android 2.3, donc vous inquiétez pas au niveau de la compatibilité. Donc à part l'overclock, Android 2.3 n'a pas vraiment de grand intérêt supplémentaire, à part la capture 2D. La capture SD, je veux dire. Donc voilà, je crois que j'ai fini avec cette console pour le firmware d'origine. Prochaine vidéo, je vais vous mettre une nouvelle version du firmware à l'intérieur de cette machine. Et la vidéo d'encore après, je vais démonter la machine pour vous montrer l'intérieur, et je vais faire aussi une petite bidouille pour pallier ma Freebox toute merdique qui a donc un Wi-Fi tout pourri. Je vais essayer d'améliorer l'antenne Wi-Fi interne. Alors je vous le dis tout de suite, ça n'est absolument pas nécessaire, c'est à cause de ma Freebox que je fais ça, hein. Parce que sinon il n'y a absolument aucun problème avec le Wi-Fi interne. Comme vous voyez, même ici où je capte très mal, j'arrive à capter suffisamment bien pour télécharger le pack de ce jeu-là, qui était en train de télécharger en arrière-plan, et qui a dû se fermer pour cause de RAM non disponible, donc du coup il s'est déchargé, et il va sûrement retélécharger à partir du début. Voilà, comme vous voyez. Et donc le Wi-Fi est juste un petit peu juste pour moi, étant donné que j'ai la Freebox actuelle, enfin l'ancienne, je veux dire, la Freebox HD, qui a un Wi-Fi sur les toutes premières, hein, pas toutes les Freebox HD, mais certaines des Freebox HD, c'est-à-dire l'ancienne version, donc avaient un Wi-Fi complètement pourri. Mais alors, juste limite insensée de médiocrité. Donc je me retrouve avec un truc comme ça, donc je vais essayer de pallier ça à l'intérieur de cette machine. Bien entendu je ne peux pas démonter la Freebox HD pour des raisons de j'ai envie de me faire rembourser et de pas avoir à payer 500 € une Freebox qui en vaut que 20 €. Mais bon voilà, ça c'est la politique de Free. Faut savoir que donc c'est toujours mieux de pouvoir... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc, c'est l'angle de vision. Comme vous le voyez, on voit encore assez bien, malgré l'angle de vision, enfin malgré cet angle vraiment pas adéquat à regarder l'écran. Dans l'autre sens, c'est pareil, sur les côtés aussi. C'est vraiment pas l'écran le plus médiocre que j'ai vu. Il n'y a pas besoin d'être pile en face pour voir quelque chose. Là, rien que pour la vidéo, parce que j'avais vu que ça passait mieux dans la dernière vidéo, j'ai mis la luminosité à fond, mais avec la luminosité au minimum, on y voit très bien, surtout dans le noir, si vous avez l'habitude de vous en servir le soir tard ou ce genre de truc. Franchement, c'est vraiment bien de pouvoir mettre en moins haute luminosité, parce que la luminosité à fond quand même tape dans les yeux. Voilà, bon sinon je pense avoir terminé là-dessus, hein. Il paraît que le nouveau firmware améliore un petit peu la réactivité du Wi-Fi, c'est-à-dire améliore ce qu'on appelle le peaking, c'est-à-dire en gros le moment où le Wi-Fi est détecté et où il se connecte. Ce qui fait que les interruptions de Wi-Fi, quand il le capte plus puis il le recapte, sont moins handicapantes normalement. Alors peut-être que j'aurais pas besoin de la démonter pour pouvoir faire une bidouille sur l'antenne, mais je pense que je la démonterai quand même rien que pour vous montrer l'intérieur, pour vous montrer si c'est bien foutu à l'intérieur ou non.
etc., etc. Et voir d'ailleurs si l'alignement entre ce truc-là vient d'un problème de souplesse de la carte mère, ou si c'est tout simplement un problème de design de la boîte, ou l'équipe qui faisait comment dire, la plasturgie, quoi, était pas bien accordée avec l'équipe qui était en train de faire la carte mère, parce que ça me paraît complètement aberrant le fait que ce soit mal aligné. Bien entendu, ça pose pas trop de problèmes pour pouvoir rentrer un truc dessus, enfin dedans, mais c'est quand même, ça la fout quand même mal si on zip au-dessus et que on égare la carte micro SD dedans, quoi. Et ça la fout vraiment mal. Il paraît que c'est pas trop difficile ensuite de démonter la machine pour pouvoir le récupérer, vu que contrairement à beaucoup de machines, encore une fois, c'est une machine qui est vissée et non pas une machine emboîtée, et ça c'est quand même une bonne chose. Ce qui fait qu'au niveau réparation soi-même ou ce genre de truc, eh bien pour une fois on peut faire ça de manière assez simple, contrairement à beaucoup de machines. Bon bah je crois que j'ai fini pour cette deuxième vidéo totalement dispensable sur pour complément d'information, on va dire, sur le firmware d'origine. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour l'instant aucune trace de vibreur interne. On verra ça en la démontant, si c'est juste que j'ai pas encore trouvé un seul jeu qui supporte le vibreur. Mais en tout cas, franchement, l'écran tactile, les boutons et tout ça sont vraiment sympathiques. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer un truc, c'est que j'ai trouvé une utilité à ce joystick, malgré que ce soit un joystick loin d'être analogique, parce qu'en fait il remplace les différentes diagonales qu'on peut faire avec ça. C'est que donc un jeu que j'aime bien, c'est ce jeu-là sur Super Nintendo, donc malgré que je sois extrêmement nul. Ah oui, les émulateurs supplémentaires, c'est-à-dire les émulateurs qui sont pas donnés avec, sont bien entendu capables d'utiliser oups, j'ai appuyé sur le menu, sur le bouton menu au lieu d'appuyer sur le bouton start. Donc on revient en arrière, tac, voilà. Alors donc, vous voyez, moi j'aime pas tellement les croix où il y a un trou au milieu, vous voyez, c'est un des défauts que je trouve à la PlayStation et sa manette avec donc une croix comme ça là. C'est que au bout d'un moment, ça fait quand on fait des déplacements rapides, je trouve que ça fait vraiment mal aux doigts. Donc voilà, on peut utiliser j'avais associé ce bouton là. Donc on peut utiliser ce joystick qui marche plutôt bien, hein, franchement. Faut savoir que si on n'est pas trop difficile, il n'y a pas de problème. Ah, je savais pas que la hitbox était si grosse. Enfin, en regardant sur le viewfinder en même temps, faut dire que tout paraît beaucoup plus difficile à faire. Mettre un peu plus de musique. Bon, donc comme vous le voyez, c'est fluide, hein, absolument aucun ralentissement et tout ça, la musique qui crachote pas du tout, enfin voilà, pour la Super Nintendo c'est vraiment magnifique. Bien entendu c'est le cas aussi pour des trucs comme par exemple la Genesis, enfin c'est-à-dire la Mega Drive, etc., la Game Boy Advance, enfin bon, tous les émulateurs 8 et 16 bits sont parfaits. La PlayStation 1 est pratiquement parfaite, avec FPSE, mais bien entendu FPSE a des incompatibilités, et avec EPSXE qui est un deuxième émulateur PlayStation pour Android, eh bien vous rattrapez les différentes incompatibilités d'FPSE, donc c'est parfait pour la PlayStation 1. La Nintendo 64 pour l'instant, vu que je peux pas mettre à jour l'émulateur Nintendo 64 intégré, eh bien je suis obligé et bien tout simplement d'utiliser l'émulateur qui est donné avec. Il y a des gros problèmes d'incompatibilité, malgré que ce soit l'émulateur le plus fluide que j'ai pu trouver. Alors comme je dis, avec un peu de chance, ou peut-être avec un peu d'overclocking, c'est-à-dire avec Android 2.3, peut-être que la Nintendo 64 peut être aussi totalement fluide. Alors vous voyez les e-books aussi, comme vous voyez, on peut les pages chargent instantanément, donc il n'y a pas de loading entre chaque page comme il peut y avoir sur certaines machines assez. Oui, en fait, vous voyez, pour tourner les pages, il faut aller lentement d'un côté à l'autre, parfaitement jusqu'à l'autre côté, ou aller rapidement comme ça. Vous voyez, ça marche aussi. Sauf que moi, je fais un truc entre les deux qui n'est pas supporté, c'est-à-dire aller lentement jusqu'à la moitié de la page. Non, ça marche pas. Donc voilà. Alors oui, vous vous
demandez pourquoi c'est noir, c'est parce que je trouve que c'est plus facile de lire sur le noir. On peut lire aussi sur du sépia ou sur du blanc par rapport à la fatigue des yeux. Lire un e-book à l'intérieur sur ce truc-là est absolument pas fatigant pour les yeux, et ça c'est parfaitement génial. On peut, pour un peu plus d'autonomie, désactiver le Wi-Fi. Alors je préfère le désactiver en manière logicielle que de le désactiver de manière matérielle, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une galère après ensuite pour le réactiver. Parce que je vais vous montrer ce que ça donne quand on le désactive. Vous voyez, on le désactive là, et le problème c'est qu'il fait comme s'il était encore connecté si j'avais pas désactivé avant. Et donc, je me suis demandé pourquoi, et quand vous le réactivez, ensuite vous avez un bug qui fait que le truc n'arrive pas à comprendre très bien ce que vous avez fait avec votre Wi-Fi. Donc vous êtes obligé de retourner dans la partie Wi-Fi, et ce bouton qui permet de basculer on-off, même une fois que vous avez remis sur on, reste en off, mais même des fois il reste en off, mais il n'apparaît pas, il a disparu le bouton, vous voyez, il y a rien, vous voyez, c'est noir à cet endroit-là, il y a que rechercher, ajouter un réseau. Et donc, pour faire réapparaître ce bouton, il faut cliquer là, par exemple, puis recliquer là, et là le bouton réapparaît, donc là on peut le remettre en on. Et ce bouton est vraiment super relou d'ailleurs, parce que on peut pas, il faut appuyer un petit moment, puis ensuite basculer, enfin c'est vraiment le bouton super chiant placé à côté du rebord. Mais donc là je viens d'activer le Wi-Fi au niveau matériel, donc vous voyez c'est vraiment casse-pied de chez casse-pied. Voilà, oui, en fait, il doit être utilisable que quand on fait ça. Je sais pas trop ce que ça a comme impact d'utiliser ce truc-là au niveau de l'autonomie que d'utiliser ça, mais si comme moi vous utilisez très souvent le Wi-Fi, gardez-le tout le temps activé ou je ne sais quoi, donc ou désactiver de manière logicielle. Et pour le désactiver de manière logicielle, il y a ce fameux bouton super chiant, mais il y a aussi, un widget qui permet de désactiver et d'activer via un simple bouton que vous voyez là. Qui est beaucoup plus pratique. Alors un widget, pour information, c'est un truc que l'on trouve dans Android 4 ou les autres versions d'Android. Vous voyez, vous allez dans widget ici, et vous allez le chercher, vous voyez, il est là, vous le prenez, vous le glissez, vous le posez là, et hop, vous en avez un. Il est, à mon avis, enfin il me semble qu'il est mis par défaut de toute façon, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, encore sur cette chose-là. Allez!